Bonjour Patrick Librèche, vous Bonjour. êtes actuellement président de l'ICEP. Vous avez dirigé des filiales en France et à l'étranger dans le groupe Danone Cronenbourg Materne. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre vision de l'entreprise du futur. Dans ce contexte, le développement de la robotique peut-il pour vous entièrement remplacer l'homme dans certains secteurs ou est-ce un mythe? D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Est-ce un mythe? Je pense plutôt que c'est une réalité. Aujourd'hui, nous voyons bien que la robotique remplace dans un certain nombre de métiers et de fonctions les personnes qui s'occupaient de ces fonctions. C'est une évolution inéluctable due à la technique, dû aussi au fait que le coût du travail est important en France. Et cette technique qui évolue nous permet aussi d'être positif parce que les robots entraînent forcément des nouveaux métiers. Il faut les gérer, il faut les construire, il faut les créer, il faut les faire fonctionner. Et donc tout ça entraîne de nouveaux métiers. Donc oui, des robots vont remplacer un certain nombre de personnes dans les entreprises. Le meilleur exemple que nous avons en France, c'est l'industrie automobile, qui aujourd'hui produit plus de voitures que par le passé, avec beaucoup moins de monde, les robots ayant remplacé les humains. Alors ça entraîne pour moi deux choses. D'abord un comportement individuel. Je crois qu'il faut en permanence être à l'écoute, être curieux de ce qu'il se passe, aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger, pour prendre conscience de ces évolutions. Et en même temps, ça oblige nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques, à prendre un certain nombre de responsabilités sur des évolutions qui vont intervenir. Le contrat de travail évoluera un jour ou l'autre, le droit du travail évoluera un jour ou l'autre compte tenu de l'évolution de ces métiers, et puis certainement aussi l'enseignement, les nouveaux métiers, il faut les apprendre, il faut apprendre de nouvelles techniques, et ça aussi c'est un élément important que le politique devra inscrire dans ses projections futures. Quels sont selon vous les métiers de demain? Pensez-vous à une société ubérisée où le salariat aurait été remplacé par une forme plus flexible d'emploi? Bon, j'aime pas trop le terme Uber, parce qu'il est connoté négativement, même si on constate quand même que dans un certain nombre de pays et de beaucoup de services, cette technique Uber est en train de se développer, donc ça veut dire qu'elle correspond à une certaine réalité. Je crois qu'on est beaucoup à se dire, et beaucoup d'économistes se disent que beaucoup de métiers de demain n'existent pas aujourd'hui et qu'ils vont être inventés. On parlera sans doute à un moment ou à un autre de l'intelligence artificielle. Ça va forcément entraîner des changements dans les entreprises, dans les administrations, dans les fonctionnements, et donc beaucoup de métiers vont arriver. En revanche, on peut peut-être dégager quelques tendances. Une première tendance, c'est forcément d'avoir des métiers plus valorisés, plus pointus, de technique, d'expertise, de développement de produits. Des tendances aussi de développement des services à la personne, notamment dans des pays qui sont vieillissants comme le nôtre ou la Chine. Le service à la personne pour la sécurité, pour l'accompagnement, ce sont un certain nombre de métiers qui se développent aujourd'hui et qui vont se développer demain. Et puis il y a ce que j'appellerais aussi, je pense, des métiers d'implication. On se rend compte aujourd'hui que les aspirations de jeunes comme vous sont un peu différentes de celles que nous avions quand nous avions votre âge. À une époque, on faisait carrière, on rentrait dans une grande entreprise. Aujourd'hui, on a plutôt envie d'être bien clair dans un équilibre entre sa vie professionnelle et privée. Et donc, on voit une foultitude d'emplois qui sont différents parce qu'ils correspondent à la passion de la personne. Et donc, ça aura comme conséquence, vous l'avez cité, peut-être pas d'ubériser, mais de changer le contrat de travail. Le fameux CDI, CDD qui a prévalu pendant des années dans notre pays va forcément évoluer. Si vous êtes indépendant, si vous êtes freelance, vous avez forcément un autre type de relation avec l'administration et avec votre travail, donc les contrats vont évoluer. On se rend compte aussi, par exemple, que le travail intérimaire est en plein développement. Pendant longtemps, le travail intérimaire compensait des CDI dans une carrière, un CDI ou un trou de CDI. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines personnes ne font que du travail intérimaire parce qu'ils choisissent de travailler à leur gré et en fonction de leur vie, de leur famille. Je me souviens toujours de ce contrat qui existait il y a environ une dizaine d'années, je ne sais pas s'il existe toujours en Angleterre, qui était légal et qui était assez novateur, où il liait le contrat à une tâche, à un travail et non pas à une personne.
C'était des fast-food qui disaient, voilà, je fais un contrat pour un travail. Ce travail, c'est d'être par exemple dans une cuisine de telle heure à telle heure tous les jours. Et ce contrat était lié à plusieurs personnes. Ce qui fait que bien, les personnes pouvaient s'organiser entre elles pour venir ou pas réaliser le travail. Alors c'est un avantage pour tout le monde, c'était un avantage pour la personne qui pouvait à la dernière minute se faire remplacer par quelqu'un qui bien évidemment a été formé pour le travail et qui avait la confiance de l'employeur. Et puis c'était un avantage aussi pour l'entreprise qui baissait drastiquement son absentéisme, sachant que le poste était toujours pourvu par des personnes compétentes et reconnues par l'entreprise. Bon, je ne sais pas si ce contrat existe, mais en tout cas, il est clair que ces métiers de demain feront évoluer les contrats et la relation entre l'employeur et l'individu, ou la relation entre l'individu et l'administration. Et on parle beaucoup aussi de la Startup Nation. Quel est votre regard sur l'entrepreneuriat français? Peut-on, grâce à ces entreprises innovantes, créer de nouveaux champions français? D'abord, il faut se rappeler que la France a toujours été un pays entreprenant. On se souvient des maîtres des forges, des grands industriels créateurs du 19e ou du 20e siècle. Donc il y a toujours eu, ou de nos royautés qui voulaient conquérir le monde, donc il y a toujours eu dans notre pays une notion d'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier point. Et puis, aujourd'hui, force est de constater, même si l'image de l'entreprise n'est pas toujours valorisée, que nous avons des très grandes réussites d'entreprise. Elle s'appelle Michelin, elle s'appelle Danone, elle s'appelle Safran, Naval Group, LVMH, L'Oréal. Tout ça, ce sont des gens qui se sont développés au départ de la France et qui se sont internationalisés. Parce que vous parlez de nations françaises. Aujourd'hui, le monde étant ouvert, il faut être bien évidemment en France et à l'étranger. Donc on a beaucoup d'entreprises qui ont des succès. Et il faut les valoriser parce que ce sont elles qui apportent de la richesse au pays, de la créativité, de l'investissement et de l'emploi. Et puis, bien évidemment, les start-up, il y en a, et nous en avons certaines licornes en France. Je pense à OVH à Roubaix, je pense à Blablacar, je pense à Doctolib. Ces sociétés qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui ont été créées sur une idée de leurs fondateurs et de leurs créateurs, et qui aujourd'hui sont de très grands succès. Donc c'est important qu'un pays comme le nôtre puisse avoir un vivier de créateurs d'entreprises et de gens qui s'investissent pour créer des entreprises. Là encore, il faut essayer de favoriser le contexte. Il faut d'abord valoriser le travail et valoriser en fait les gens qui s'investissent, parce que créer une entreprise, c'est difficile, c'est dur, ça demande une exigence personnelle importante. Donc il faut valoriser le travail et puis il faut essayer de faire des cadres qui soient à peu près fixes dans le temps. Ça, c'est un reproche que l'on fait souvent à la France, d'avoir une fiscalité qui change trop souvent. Il faut avoir de la sécurité parce qu'on travaille sur du long terme. Donc moi je crois très fort à cette notion de développement d'entreprise. Je crois que nous en avons les compétences et que le gouvernement, le gouvernement ou les politiques doivent aider tous ceux qui auront envie de s'investir, de s'impliquer et de créer de la valeur pour notre pays et des emplois pour demain. Pour ouvrir maintenant notre sujet à l'Union européenne, on voit que celle-ci n'a pas réussi à faire émerger des géants de l'informatique comme les GAFA américaines ou les BATX chinoises. Comment expliquez-vous cela? Et quelle est finalement la place de nos entreprises françaises dans l'économie numérique de demain? Alors d'abord, il faut rappeler que les GAFA sont nés d'une volonté politique. La volonté politique d'un homme qui s'appelle Jimmy Carter, aux États-Unis dans les années 70, qui s'était bien rendu compte que l'industrie évoluait, que tout le monde pourrait demain fabriquer les produits qui étaient fabriqués aux États-Unis et qu'il fallait prendre un temps d'avance et développer une autre activité. Et donc, il s'est dit, je vais développer l'activité du savoir. Et c'est à ce moment-là que l'activité du savoir s'est développée avec notamment les universités et surtout les prémices de l'Internet. Il a organisé un certain nombre de possibilités de création d'entreprises, d'aide à la création d'entreprises. Et c'est comme ça que sont nés les Windows, les Apple, dans les années 70-80. Derrière ces entreprises ont été créées une foultitude d'entreprises sur un métier qui était différent, qui était le métier du savoir
le métier du partage du savoir et de la transmission du savoir. Et c'était une révolution à l'époque. Et c'est vraiment né aux États-Unis. Donc il y avait une vraie volonté politique instaurée par Jimmy Carter, président pas toujours très bien reconnu dans l'histoire. Alors les Chinois, c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois, depuis quelques années, ont une vraie volonté politique de se développer, de se positionner sur un certain nombre de secteurs qu'ils considèrent comme stratégiques pour leur population. Et d'ailleurs, ils sont en train d'acheter des terres rares partout dans le monde, d'acheter des terres agricoles partout dans le monde, pour pouvoir satisfaire à leurs besoins de population et le vieillissement de leur population dans les années à venir. Ça veut dire qu'ils ont cette vision politique. Alors, l'Union européenne, je ne suis pas certain qu'elle ait eu une vision à très long terme, empêtrée dans un certain nombre de difficultés internes ou d'organisation interne. Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre de succès, plutôt dus d'ailleurs à des États que l'Union européenne. On parlera bien évidemment d'Airbus ou les fusées Ariane. Voilà, merci de m'avoir aidé. Donc il y a des succès et par exemple on attend aussi Galileo à arriver prochainement. Donc il y a un certain nombre d'initiatives, notamment dans les techniques modernes. Je crois qu'il est très important de reconnaître que là-dessus nous avons plutôt une faiblesse par rapport à des États comme l'ont été les États-Unis à une époque ou la Chine aujourd'hui, et que c'est un point qu'il faudrait absolument développer. Alors, eh bien, dans ce domaine, il n'y a pas de secret. Il faut faire preuve de recherche, d'investissement de la recherche. Là encore, on revient aux politiques qui doit donner et fixer une espèce de cadre de recherche, avoir une vision stratégique à long terme, et puis, bien évidemment, énormément d'investissement. Quel est votre avis sur le développement de l'intelligence artificielle? Ces perspectives vous effraient-elles ou pensez-vous qu'il faille investir un maximum dans ce domaine? Bon, d'abord, je pense que l'intelligence artificielle est la révolution du moment. On a connu un certain nombre de révolutions industrielles tout au cours de l'histoire, le chemin de fer, le textile, les grandes entreprises du XXe siècle, l'Internet, ces 20 dernières années, qui est en train de se développer et diffuser dans notre quotidien de tous les jours, et l'intelligence artificielle en est au début aujourd'hui d'une nouvelle révolution. Elle va prendre la place d'un certain nombre de décisions que les humains prenaient. Donc il ne faut pas en avoir peur, ça peut être stressant, mais il ne faut pas en avoir peur. Et au contraire, je crois que ça va améliorer dans un certain nombre de domaines la vie de tous les jours de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. Donc ne pas en avoir peur, ça veut dire être conscient du phénomène et ça veut dire accompagner le phénomène. Être conscient, ça veut dire reconnaître qu'il existe et se donner les moyens de pouvoir suivre son évolution et puis se donner les moyens d'investissement, vous avez raison, en recherche qui nous permettent de comprendre et puis de faire évoluer les choses. L'intelligence artificielle, à un moment ou à un autre, de toute façon, aura besoin de l'intelligence de l'homme pour pouvoir se développer. D'ailleurs, je vous amène, je ne me souviens plus du nom, mais je sais qu'il existe en France. Bien évidemment, beaucoup de recherches sont faites aux États-Unis, avec les géants de l'Internet de Google, par exemple. Mais il existe en France une base militaire qui a été transformée en un village test qui permet de tester toutes sortes de systèmes que l'on imagine pour demain. La voiture autonome, la route qui parle ou qui régule la circulation, les feux rouges qui régulent la circulation, les cuisinières automatiques, etc. Et donc ce village est aujourd'hui, dans le centre de la France, une plateforme test qui permet justement à un certain nombre d'entreprises de faire leurs recherches. Donc oui, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement et surtout une prise de conscience au départ. Alors je recommanderais à notre gouvernement, plutôt que d'avoir un secrétariat d'État au numérique, d'avoir plutôt un secrétariat d'État à l'intelligence artificielle, parce que vraiment je pense que dans le numérique, on y est, on est habitué, les choses vont encore évoluer, mais les révolutions ne sont plus là. En revanche, dans l'intelligence artificielle, c'est la révolution de demain et il faut l'accompagner. Merci. Et finalement, pour conclure de façon générale, quelle est votre vision de l'entreprise du futur et en quoi différera-t-elle de celle d'aujourd'hui ? Bon, je pense que l'entreprise du futur sera très différente de celle de demain.
Pendant longtemps, l'entreprise était le lieu du travail, où on travaillait pour avoir des moyens de subsistance. Elle a évolué. Aujourd'hui, on essaie de s'exprimer. Il y a un certain nombre de difficultés dans les entreprises. On a changé des structures qui pourraient apparaître, notamment en termes de contrat de travail. Donc je crois que l'entreprise de demain, c'est comme les produits, elle va évoluer et les structures sont différentes, notamment aussi par les aspirations des populations. Les aspirations des jeunes de 20 ans d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes des aspirations des jeunes de ma génération. On faisait carrière à une certaine époque, on essayait d'accumuler du savoir. Aujourd'hui, on a plutôt envie d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On a envie d'un temps de loisirs ou personnel plus important. Donc, des structures qui vont être très différentes et qui vont permettre aux gens de s'exprimer différemment. Alors, ça veut dire aussi, bien évidemment, un accompagnement. On parlait tout à l'heure du droit du travail. Je crois aussi qu'à côté des entreprises, le droit va évoluer. Les métiers de demain vont faire en sorte que les structures ne seront plus les mêmes. Elles seront aussi parfois plus grandes. Elles seront sans doute aussi très internationales. Elles seront aussi parfois petites et peut-être avec d'autres structures de fonctionnement. On reparle des coopératives à un moment aussi de fonctionnement. Elles vont revenir à des structures qu'on a peut-être connues par le passé. Donc beaucoup de modifications. Ça n'empêche pas que l'entreprise en tant que telle, avec un grand E, existera toujours, dans la mesure où eh bien, on a besoin de s'exprimer. Tout humain, au-delà de sa vie personnelle, a besoin d'avoir une expression, d'avoir aussi un salaire, et donc il y a forcément une structure qui existera. Je pense aussi qu'il y aura plus de communication, il y aura plus de flexibilité, de rapidité dans les discussions et dans les décisions qui sont prises. Je pense aussi qu'au-delà d'un savoir qui existera toujours, et c'est ce que nous faisons à l'ICEP, eh bien nous devons apporter à côté de la connaissance, de la compétence, un développement de personnalité. Aujourd'hui, pour manager des robots, pour manager des structures plus importantes, différentes, internationales, eh bien, il faut un développement de personnalité, développement de valeurs qui vont permettre aux gens, bien évidemment, de prendre les meilleures décisions possibles dans un contexte qui va changer. C'est cette mobilité que j'aspire fréquemment auprès des gens que j'embauche ou des gens avec lesquels je discute, cette mobilité intellectuelle et géographique qui me paraît très importante dans ce monde en mutation qui est le nôtre. Donc, comment sera l'entreprise de demain? Nous ne le savons pas. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle va bien changer. Merci beaucoup, Patrick Lebrecht. Merci de m'avoir invité.